On va passer maintenant donc à la présentation de l'enquête 2024 sur l'investissement responsable. Et pour cela, eh bien, on a le plaisir d'accueillir Anna Pires, qui est directrice de l'investissement responsable à l'AFG, et Thomas Valli, directeur des études économiques de l'AFG. Merci de les applaudir. Bonjour, bienvenue, merci à tous. On va vous présenter effectivement des résultats de l'enquête annuelle sur l'investissement responsable que réalise l'AFG chaque année donc auprès de ses membres. Cette enquête vise à dresser un panorama selon plusieurs facettes de l'investissement responsable et on a vu que les normes sont nombreuses et mouvantes. Donc on a plusieurs slides qu'on va vous présenter. Et qui vise aussi à mesurer, à donner une mesure de l'évolution des encours gérés, investissement responsable, de l'évolution des produits durables, des engagements des sociétés de gestion et plus largement des processus d'investissement des sociétés de gestion pour être conformes notamment aux objectifs de durabilité. On a parlé de performance, on aurait aussi pu parler de coût, puisque c'est un coût d'être conforme à l'ensemble de ces normes. Il y a un coût aussi des données, de l'accès à des données fiables, pour pouvoir répondre au mieux aux objectifs de transition. Bonjour, donc c'est super qu'on passe après la table ronde qu'on vient d'avoir, qu'on va vraiment faire le lien avec tout ce qui a été évoqué, notamment en termes de réglementation, et vous expliquer un peu comment on a construit cette étude, que vous connaissez probablement déjà, vu que ça fait un certain nombre d'années que l'on vous sollicite pour que vous nous envoyiez vos données, donc merci pour ça. Tout d'abord, un premier découpage qu'on fait dans le cadre de notre étude, c'est un découpage lié à la SFDR. Donc ça a été évoqué par Mathilda juste avant. C'est vrai qu'à ce jour, il n'y a pas vraiment de critères très précis sur c'est quoi un produit article 8, c'est quoi un produit article 9. On a juste des définitions assez larges. Néanmoins, c'est vrai que le marché s'est structuré autour de ces notions et c'est donc pour ça qu'on pose la question. Et on trouve que c'est important d'avoir du coup des chiffres, des tendances sur le sujet. Je le rappelle quand même, un produit article 8, c'est un produit qui promeut des caractéristiques environnementales et ou sociales. Et un produit article 9, donc c'est un produit qui a pour objectif l'investissement durable. Donc, je vous laisse ensuite réfléchir à ce que ça veut dire. Et donc, ça sera également intéressant, comme le disait Mathilda, de voir comment la réglementation va évoluer. Et ça aura forcément un impact également sur nos enquêtes dans les prochaines années. Donc pas tout de suite, puisque c'est pas avant 2025, mais c'est intéressant d'avoir cette perspective-là. Donc à fin 2023, les encours investissement responsable s'élèvent à 2531 milliards d'euros en France, les encours gérés en France, que ce soit sous forme de fonds d'investissement ou de mandats de gestion. 2443 milliards pour les fonds et mandats article 8, 88 milliards pour les fonds et mandats article 9, avec une progression annuelle qui est forte, 6,9% en 2023 et 5,8% en 2022. Donc il y a une pénétration, c'est l'inverse, c'est ce qu'on me dit, 5,8 en 2023, 6,9 en 2022. Il y a une pénétration de l'investissement responsable au sein des gestions qui continue et qui est forte. Avec aujourd'hui 59% des encours gérés en France qui sont sous des fonds ou mandats classifiés article 8 ou 9, là aussi en progression. Si on s'intéresse plus précisément aux fonds d'investissement français et étrangers gérés en France, encore une fois, article 8 et 9, 1493 milliards, en hausse là aussi de 14,3% pour ce article 8 et en baisse de 24% pour ce article 9. Il y a des évolutions de la réglementation elle est mouvante et donc il y a des ajustements des sociétés de gestion. Au global, les fonds article 8 et 9 SFDR donc progressent de 11% en 2023 contre 7,7 pour le marché. Donc il y a une progression qui est plus importante. Là aussi, ça montre une évolution des processus de gestion des gestionnaires vers ce type de fonds et donc la prise en compte de plus en plus forte des critères ESG, évidemment, dans les processus.
Ce qui est important, particulièrement sur cette slide, c'est de voir que toutes les catégories d'OPC sont concernées, à la fois au niveau de l'article 8 et au niveau de l'article 9. Je ne vais pas rentrer dans le détail des proportions. Néanmoins, on voit effectivement que l'ensemble des catégories concernées, notamment aussi capital investissement et immobilier, sur la partie article 9. L'épargne salariale aussi est fortement pénétrée par ce type de fonds, puisqu'aujourd'hui, sur les fonds diversifiés d'épargne salariale, 70% sont classifiés article 8 ou 9. Donc ça, c'est un vecteur, je dirais, de développement qui est important. Et du coup, on fait le lien à nouveau avec la précédente table ronde. On a un autre découpage de notre enquête, c'est celui de la doctrine AMF, puisque donc on a bien une réglementation au niveau européen, mais également au niveau français. Pourquoi on pose cette question? Puisque donc on a des spécificités, et c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de recoupage entre SFDR et la doctrine, d'où en fait des distinctions de chiffres. Mais donc pour nous, c'est également important d'avoir cette vision pour avoir une vision de notre marché national. Donc, pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition de la doctrine AMF, néanmoins vous êtes tous au courant. On a une catégorie 1 qui est la catégorie significativement engageante, la catégorie 2 qui est la catégorie non significativement engageante. Bien évidemment, la première est plus restrictive, enfin, il y a plus de critères et de contraintes que la deuxième. Et pour faire le lien avec la question de Laurence tout à l'heure, pareil, ça sera intéressant de voir un peu l'évolution, vu qu'on sait qu'il y a eu des guidelines qui ont été publiés par l'ESMA sur la dénomination des noms, guidelines qui auraient un impact sur la doctrine AMF, et donc on attend avec intérêt la position de l'AMF sur le sujet pour voir comment ces nouvelles orientations vont s'articuler avec notre cadre national. Et donc pareil, il y aura forcément un impact sur les chiffres que vous voyez là, et donc sur la structure de notre enquête. Donc à fin 2023, pour les fonds français étrangers commercialisés en France, 1099 milliards d'encours en fonds de catégorie 1 et 2 AMF, 803 milliards pour les fonds de catégorie 1 qui sont plus engageants et 286 milliards pour les fonds de catégorie 2. Des différences en termes de stratégie entre les catégories 1 et 2 avec une prédominance des fonds sélection positive pour les catégories 1 AMF, donc tout ce qui est Best in Class, Best in Universe, Best Effort, donc tous les fonds qui accompagnent les émetteurs dans leur transition, et des fonds principalement d'intégration ESG dans les fonds de catégorie 2 AMF. En termes de clientèle, et encore on revient sur un découpage SFDR entre clientèle institutionnelle et clientèle retail. Donc au global, sur les encours hier, dont on a parlé au début, les 2500 milliards, 72% pour une clientèle institutionnelle, 28% pour une clientèle retail direct, l'institutionnel étant un intermédiaire vers le retail, et en France, la prédominance sur l'assurance vie, caisse de retraite, évidemment. Du côté des fonds, c'est un partage qui est un peu plus équilibré, notamment du côté des OPCVM, où là, la diffusion, on l'a vu au niveau des réseaux de distribution, se continue pour vendre ce type de produits auprès de la clientèle, même si ça peut être compliqué. Notamment, il y a la diffusion des labels, et on va le voir sur la slide d'après, qui aident à commercialiser ce type de produits, également les plans d'épargne retraite et d'épargne salariale. Pour faire le lien, et donc comme on a fait un découpage en fait réglementaire, mais intéressant également d'avoir ce découpage par label, vu que la réglementation a structuré le marché, mais pas que. Au niveau français, on a 3 labels qui sont assez reconnus, le label ISR, donc généraliste, Greenfin avec un focus environnemental, et le Finansol avec un focus solidaire. Donc comme le rappelaient Mirella et Bertrand juste avant, enfin, le label ISR c'est un vrai succès. Pareil, il y a une refonte qui a été faite l'année dernière et cette année, donc on va voir pareil des chiffres qui vont être modifiés dans les prochaines enquêtes. Au niveau de la vie, on est également en train de faire un sondage pour voir un peu l'impact de ces modifications. Donc ça, c'est au niveau français. On a également au niveau européen un certain nombre de labels. Donc là, on vous en a mis ceux qui sont le plus revenus dans l'enquête. Le plus connu, je pense, c'est peut-être le Towards Sustainability, le label belge. Et donc, c'est intéressant d'avoir également une vision sur ces labels qui peuvent
enfin un produit financier peut en avoir plusieurs. Donc d'où le découpage dans cette slide. Et donc la diffusion des labels s'est aussi amplifiée avec la mise en place de la loi Pacte, puisque depuis 2022, dans les contrats d'assurance vie en UC, il y a dans les gammes un fonds solidaire, un fonds ISR et un fonds Greenfin, si je ne dis pas de bêtises, et la loi de partage de la valeur depuis 2023 dans les plans d'épargne retraite qui oblige aussi qui offre aussi dans les gammes un fonds solidaire et un autre fonds labellisé qui peut être CIUS, ISR ou autre, au minimum. Donc, un peu plus sur les fonds qui sont gérés en France, un peu plus de 1000 fonds qui disposent d'un label, 800 milliards au global, donc un chiffre important. Évidemment, le label ISR, 88% des encours est le plus important en encours, devant Greenfin et Finansol. Greenfin étant plus vers la transition énergétique et Finansol sur le solidaire. Et puis, donc les fonds pouvant avoir plusieurs labels, évidemment. Des labels européens aussi qui sont importants, 27% des encours pour les fonds qui sont gérés en France, c'est comme le disait Anna, le label belge qui est très nécessaire pour la commercialisation est fortement représenté, 85% des encours, et puis d'autres labels qui sont cités, plus avec une orientation environnementale, que ce soit luxembourgeois ou autrichien, allemand ou autre. Autre découpage pour notre enquête qui est intéressant également à avoir en tête, c'est le nombre de fonds et d'encours à impact. Donc à ce stade, il n'y a pas vraiment de réglementation sur le sujet. Il y a plusieurs définitions qui font acte sur la place, notamment au niveau français, les travaux de place de l'Institut de la finance durable sur le sujet qui a défini l'impact sur la base de 3 piliers, l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure d'impact. Donc c'est vrai que le marché se structure sur le sujet. Généralement, un fonds à impact, c'est un fonds qui recherche une performance environnementale et sociale, mais qui ne vient pas au détriment de la performance financière, tout en évitant les externalités négatives. Donc, c'est vraiment des fonds très, très ambitieux, si on peut dire, d'où l'intérêt pour nous de les capter dans notre enquête. Ça fait 2-3 ans maintenant que l'on pose la question et intéressant donc, de voir les évolutions sur le sujet. Oui, donc là aussi, il y a un marché qui se structure avec des définitions de place. 79 milliards d'encours pour les fonds à impact gérés en France à fin 2023, avec une progression qui est importante, qui a une demande, et notamment institutionnelle, sur ce type de fonds. Un partage entre, dans les portefeuilles des investissements cotés et non cotés de l'ordre de 70-30. Pour le non-coté, avec principalement la partie immobilière ou infrastructure qui est importante. Et effectivement, ces fonds se basent sur des cadres de référence pour leurs objectifs. Et les objectifs de développement durable sont en tête avec 73% des sociétés qui suivent ce cadre. Là aussi, plusieurs cadres sont possibles. Donc, le pourcentage est supérieur à 100. Les accords de Paris, pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre aussi, est un cadre qui est important pour les fonds impact. Et puis, encore une fois, d'autres cadres environnementaux qui sont cités. Ce qui est intéressant, quand on pose la question sur la dominance de ces objectifs, elle est à 42% vers une dominance environnementale, 35% vers une dominance sociale. Donc la partie... on l'a vu aussi avec les labels Finansol et autres solidaires, la partie sociale est importante. Elle répond à des objectifs de développement durable notamment, donc 35% des encours et des fonds sans dominance, ou en tout cas qui sont sur plusieurs types d'objectifs, à 22%. Donc il n'y a pas un biais environnemental sur les fonds impact qui est majeur. Ça se partage assez bien entre les objectifs environnementaux et sociaux. Et pour finir, Vas-y. effectivement, on pose également la question sur des produits très spécifiques que sont les obligations durables, donc Green Bonds, Sustainability Linked Bonds, ce genre d'instruments qui sont assez particuliers et intéressants vu que c'est des produits qui vont être fléchés directement vers des projets en lien avec la durabilité. Généralement, il y a un cadre pour pouvoir se prévaloir de ce type d'instruments et peut-être que je te laisse partager les chiffres.
Oui, donc là, on rentre à l'intérieur des portefeuilles. On n'est plus sur les produits, évidemment. On est sur les obligations qui se développent du côté des émetteurs, à la fois corporate ou gouvernementaux. D'après l'AFME, c'est 14% des émissions obligataires en Europe en 2023 qui sont sur des obligations durables. C'était même un peu plus élevé sur 2022, autour de 20%. Donc, c'est des chiffres qui commencent à être importants. Ça rentre dans les portefeuilles des gérants, évidemment, puisque les gérants accompagnent les transitions, et notamment la transition environnementale. Ça permet de répondre à leurs objectifs et de construire leur portefeuille. 150 milliards au global dans l'ensemble des portefeuilles des gérants, en hausse là aussi de 11%. Donc, on voit qu'il y a un appétit pour ce type de produits. La part Green Bonds est évidemment la plus importante. C'est aussi la plus importante en termes d'encours émis sur les obligations durables, puisque c'est à peu près 1500 milliards aujourd'hui d'encours émis en Europe sur les Green Bonds. Donc c'est 67% en tout cas des obligations durables à l'intérieur des portefeuilles des gérants, à peu près 100 milliards, également en hausse de 11%. Et puis les Sustainability Linked ou Bonds, donc qui permettent de flécher vers des projets durables, là aussi presque 20% si on somme les deux en termes de répartition d'encours. Les social bonds à 13%. Au niveau européen, les encours des social bonds sont à peu près à 380 milliards à fin 2023. Donc ça rentre aussi dans les portefeuilles. Ça doit correspondre à peu près à 10% des obligations dans les portefeuilles des gérants qui sont aussi aujourd'hui constitués d'obligations durables. Donc ça, c'est une mesure importante aussi qu'on veut continuer à suivre. Je vais finir, et Anna l'a fait, donc je vais le faire aussi, par remercier tout particulièrement l'ensemble des sociétés de gestion qui participent aux travaux de l'AFG et à nos enquêtes, à l'ensemble de nos enquêtes. C'est des reportings, mais c'est important pour vous et pour nous, pour connaître le marché et puis pour montrer le rôle des sociétés de gestion dans le financement de l'économie, et notamment là, dans le financement des transitions et de la transition environnementale, et le rôle des sociétés de gestion dans l'accompagnement de l'épargne privée vers une allocation qui soit plus durable. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Thomas et Anna, merci à tous les deux.